Je vais maintenant essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on fait une simulation climatique à partir de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Alors pour faire une simulation climatique, il faut deux choses. Il faut comprendre comment fonctionne le système climatique et il faut par ailleurs faire une hypothèse, qui est nécessairement une hypothèse, sur la perturbation que les hommes vont lui apporter. Donc une simulation climatique démarre par la force des choses, je dis bien par la force des choses, avec une hypothèse sur la manière dont les hommes vont se comporter sur la durée de la simulation. Et comme évidemment l'avenir n'est pas écrit, ça veut dire que vous avez en entrée quelque chose qui est un scénario, mais pas une prévision de l'avenir, qui est les émissions de gaz à effet de serre que l'humanité pourrait être amenée à faire. Pour le moment, les physiciens, ils travaillent avec une fourchette de scénarios où le plus bas, c'est que les émissions augmentent légèrement au cours du XXIe siècle avant de diminuer, alors que le plus haut, c'est les émissions qui sont progressivement multipliées par 4. Toute la question étant bien évidemment de savoir si ce scénario haut, il a une quelconque chance de se réaliser compte tenu des contraintes que je vous ai exposées sur les combustibles fossiles. Et cette question se pose parce que les gens qui ont fait les scénarios, ils ne sont pas dans le domaine de la géologie des hydrocarbures. Donc pour le moment, il y a un débat assez vif qui existe entre certains géologues pétroliers et les gens qui font de la simulation numérique du climat, les premiers disant au second, avec des arguments qui sont à mon avis largement recevables pour partie, qui est que la fourchette haute des scénarios, c'est pas la peine de les explorer parce qu'on est en train de perdre son temps au niveau des émissions, c'est très peu probable qu'on voit ce genre de choses arriver. Une fois que vous avez vos scénarios d'émissions, alors vous faites passer ça dans un premier étage de modélisation, qui est ce qu'on appelle un cycle du carbone, et vous avez l'évolution future de votre stock atmosphérique de gaz à effet de serre. Donc vous avez spéculé sur le débit du robinet, et à partir de là, vous avez un premier étage de modélisation qui vous donne la quantité d'eau dans la baignoire. Une fois que vous avez l'évolution de votre niveau en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de votre stock atmosphérique de gaz à effet de serre, alors vous faites passer ça dans un modèle de climat, qui comme je vous disais tout à l'heure, c'est Flight Simulator appliqué au climat, et vous avez les paramètres climatiques de votre modèle qui varient. Donc votre modèle vous dit ça va chauffer plus ici que là, ça va se refroidir là, les précipitations vont évoluer comme ceci, comme cela, les grandes zones de couverture de la végétation, je les vois se déplacer comme ceci, comme cela, etc. Le système est asservi dans tous les sens, et en particulier, une chose que je vous montrerai, c'est que l'évolution des paramètres climatiques va en retour avoir une influence, toutes choses égales par ailleurs, sur le niveau du stock atmosphérique de gaz à effet de serre. Donc le cycle du carbone et le système climatique sont asservis, l'un commande l'autre, et c'est un asservissement qui va dans les deux sens, l'un commande l'autre, et vous ne pouvez pas avoir un système climatique qui varie, encore une fois, sans que les cycles du carbone varient. Et puis vous avez une autre boucle de rétroaction, qui pour le moment n'est pas prise en compte dans les modèles, mais qui figurait dans le rapport du Club de Rome dont je vous ai parlé au cours de la première leçon, qui consisterait, parce que la question n'est pas dans les modèles encore une fois, à se poser la question qui est quelle pression sur l'activité humaine est-ce que cette évolution va exercer et qui viendrait invalider au bout d'un certain temps l'évolution que j'ai imaginée pour les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il est bien évident, vous allez le voir avec les résultats, alors là, il ne s'agit pas de science, il s'agit je suis presque dans la religion, mais à titre personnel, je ne crois pas une seconde, au fait qu'on puisse avoir une activité industrielle prospère sur la deuxième moitié du XXIe siècle qui permettrait de faire augmenter les émissions sans cesse, dans un monde dans lequel on s'achemine vers une transition climatique de l'ordre de 5 degrés en un siècle. Je n'y crois pas une seconde. Je crois que dans ce genre de monde, on aura une déliquescence généralisée, et en particulier, l'activité économique actuelle se cassera la gueule, et donc il ne sera pas question d'avoir les émissions qui grimpent. Hein. Donc, mais ça, c'est une boucle de rétroaction qui aujourd'hui, encore une fois, est d'une certaine manière pas modélisable facilement, sauf que les dynamiciens des systèmes qui avaient bossé au MIT à l'époque du rapport du Club de Rome, parce que c'était eux qui avaient fait le boulot, avaient dit qu'avec un modèle relativement agrégé, au bout d'un certain temps, la pression sur l'activité humaine en retour liée à des atteintes significatives à l'environnement, qui est un facteur de production, engendrera en particulier une baisse structurelle de l'activité économique des hommes. Donc c'est quelque chose sur lequel ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est absolument essentiel parce que psychologiquement, on est tous bigornés de la même manière. À partir du moment où on vous dit dans le journal la température pourrait monter de tant en 2100, on vous vend implicitement la conclusion que les premiers emmerdements sont pour le 1er janvier 2101.
Puisque s'il y avait des emmerdements massifs avant 2100, bah, l'évolution ne continuerait pas jusqu'à son terme. Donc à chaque fois, et ça c'est un truc que vous allez retrouver dans votre métier, quel que soit votre métier et quel que soit le domaine, et que vous parliez de changement climatique ou pas, dès lors qu'on vous donne une prolongation tendancielle qui va jusqu'à une date donnée, le simple fait de la prendre comme hypothèse de départ, ça veut dire que vous achetez l'idée qu'il ne se passe rien de perturbant avant l'échéance de la prolongation. J'insiste vraiment là-dessus, vous ne pouvez pas savoir la quantité d'effets délétères qui sont liés à ce genre de choses. Pour en revenir au cours précédent, le fait que l'Agence internationale de l'énergie dise en prolongation tendancielle la consommation d'énergie, ça monte jusqu'à tel endroit en 2030, dans la tête de absolument tous nos gouvernants, ça met l'idée que n'importe quel ennui est pour après le 1er janvier 2031. Hein? Donc là, c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est une simulation faite sur ordinateur avec un scénario en entrée qui est perpétuellement croissant que ça veut dire que les premiers ennuis sont pour le 22e siècle. C'est pas vrai. C'est un truc qu'il faut se sortir de la tête. Hein. Et même si, encore une fois, c'est pas facile. Donc je vous le disais, le premier étage de la fusée, c'est de savoir ce que vont faire les hommes à l'avenir. Alors il y aura pic de toute façon, mais la question est de savoir s'il est un peu plus tard ou un peu plus tôt. Alors si on regarde les choses un tout petit peu plus en détail, en fait, les gens travaillent avec des gaz différenciés au niveau des scénarios d'émission. En ce qui concerne le CO2, qui est le principal gaz concerné, je vous disais, on part d'émissions qui sont de l'ordre de 7 milliards de tonnes de carbone en 2000, et puis ça monte jusqu'à 9 pour le scénario le plus bas avant de redescendre en gros à 5. C'est ce que dans la suite de mes planches j'appelle des émissions quasi constantes. Hein, en gros, ça monte un peu, ça descend un peu, mais bon. Après, vous avez un scénario en rouge ici, là, qui correspond à un scénario charbon-eau. Celui-là, à mon sens, reste compatible avec les ressources fossiles inventoriées, et il porte le doux patronyme de A1B, celui-là. Et enfin, ici, vous avez un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, sont multipliées par 4 d'ici à 2100, et sauf à ce qu'on sache exploiter industriellement les hydrates de méthane ou qu'on découvre 4 fois la quantité de charbon qu'on imagine que la croûte terrestre comporte aujourd'hui, celui-là me paraît complètement improbable. Il me paraît d'autant plus improbable que la rétroaction climatique, si ça n'est que ça, se chargera, à mon avis, de faire baisser les émissions avant 2100. Ici, vous avez les émissions de protoxyde d'azote et de méthane, où vous voyez aussi que le scénario bas, en gros, c'est des émissions quasi constantes, et le scénario haut, c'est un doublement, ou en gros un doublement de ces gaz. Et ici, vous avez les émissions de SO2, donc le précurseur d'aérosol dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous voyez par contre que dans tous les scénarios, on a pris l'hypothèse qu'après une période transitoire de hausse éventuelle, liée à l'industrialisation des pays qui aujourd'hui sont en train de bâtir leurs aciéries, leurs cimenteries, etc., enfin les trucs qui conduisent à des émissions et leurs centrales à charbon, eh bien ça allait se mettre à baisser. Encore une fois, tout ça, ça n'est que des hypothèses, mais il faut bien savoir avec quelles hypothèses on a fonctionné, parce que alors là, pour le coup, je vais me permettre de chatouiller les gens qui font de l'économie. Un résultat en économie est aussi bon que la qualité des hypothèses qu'on a pris en entrée. Il faut bien se garder l'exactitude de la formule avec l'exactitude du résultat. Hein, on confond toujours les deux. Mais enfin, si vous appliquez des mathématiques justes à une hypothèse farfelue, vous obtiendrez un résultat farfelu. Hein, le gène équation exacte n'est pas un gène dominant. Hein, c'est un gène récessif. Donc il faut que vous ayez à la fois une équation exacte et des hypothèses exactes. Alors, j'en reviens à ce que je disais sur le premier étage de la fusée. Donc là, maintenant, on va passer au deuxième. Le deuxième, c'est je passe de émission vers concentration. Alors ici, vous avez une mise en perspective de la concentration atmosphérique en CO2 sur le dernier millénaire. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La manière dont ça a évolué au cours du XXe siècle. Et ce que ça pourrait donner à l'avenir avec, dans le premier cas de figure, des émissions qui restent quasi constantes. Et dans le deuxième cas de figure, avec le scénario. Alors ce scénario, je lui ai donné un nom. J'ai dit que c'était le monde entier qui convergeait vers les émissions d'un habitant de la Pologne de l'an 2000. Alors, il se trouve que j'ai fait ce petit truc-là avant le référendum européen, que je n'ai strictement rien contre les Polonais, qu'ils soient plombiers ou qu'ils fassent autre chose. Il se trouve simplement que les Polonais ont les premières réserves de charbon en Europe, et que le monde dans lequel on cherche à faire croître les émissions tant que ça passe est un monde dans lequel on tape très violemment dans le charbon, parce que c'est essentiellement ça qui va servir à fournir le carburant. Et donc, ça veut dire que le mix énergétique va se rapprocher du mix énergétique de la Pologne actuelle. Hein. Alors là, on ne parle pas pour le moment de la séquestration
Mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc c'est dans un monde dans lequel on laisse le CO2 partir dans l'air, ce qui est quand même le cas pour une bonne partie des usages. Eh bien, ce monde-là, donc si vous conjuguez la croissance démographique et une convergence des modes de vie vers la manière dont vit un Polonais d'aujourd'hui, eh bien, vous arrivez au scénario. Alors, si vous m'avez bien entendu, comme c'est un scénario auquel je ne crois pas, pour des raisons physiques, ça veut dire que le monde ne peut pas, ce n'est pas le scénario socio-économique qu'on peut proposer en ayant une chance de l'atteindre, proposer à l'ensemble des habitants de la planète de se mettre à vivre comme un Polonais d'aujourd'hui. Voilà, si niveau de convergence il y a, il sera beaucoup plus bas que ça.